invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Guendy est avec nous, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Joachim Jean nous accompagne, directeur de la gestion action de Mansartis. Bonsoir Joachim. Bonsoir Grégoire. Et Florent Delorme avec nous également, stratégiste chez M&G Investments. Bonsoir Florent. Bonsoir. Merci d'être là, messieurs. Ravi de vous retrouver. Joachim, sur l'entrée en jeu de Donald Trump. On est dans la 4e semaine d'exercice du pouvoir de Donald Trump depuis son installation à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Alors, c'est la stratégie flood de zone. On inonde la zone, on sature aussi bien l'espace médiatique que l'espace politique et institutionnel. Ça, c'est du Trump. Ça ne surprendra personne. Peut-être que l'intensité est un peu supérieure à ce qu'on pouvait imaginer, mais derrière ça, on a quand même des marchés qui sont plutôt calmes, et surtout une dynamique de marché qui s'est un petit peu inversée entre des Trump trades qui ont été très puissants en fin d'année dernière, hausse du dollar, hausse des taux lois américains, surperformance des actions américaines par rapport au reste du monde. On a plutôt, sur quelques semaines, encore une fois, le schéma inverse qui est en train de se mettre en place, Joachim. C'est sûr que si on fait le bilan au bout de 4 semaines, on se dit que les 4 années vont être longues. Donald Trump prend beaucoup de place d'un point de vue médiatique. Après, on voit que nous-mêmes et les marchés sommes bien mieux préparés que par rapport à 2017. On voit que les marchés gardent la tête froide par rapport à l'effet d'annonce qui peut être assez excessif, mais on sent peut-être que la stratégie trumpienne n'est plus aussi efficace que dans le passé. Et en tant que gérant et investisseur, je pense qu'on a eu le temps pour se préparer au pire. Et finalement, on voit que les premières annonces sont peut-être pas aussi dures que celles qu'on a pu anticiper il y a 3-4 mois. Ouais. Maintenant, la question qui se pose pour nous, quand on regarde les premières annonces, typiquement il y a peu de temps, hier sur l'acier et l'aluminium, on se pose aussi la question de l'impact économique sur les États-Unis. Nous, personnellement, on a regardé ça et on voit plutôt un effet sans doute négatif, notamment sur les prix à la consommation aux États-Unis. Donc, on ne sait pas dans quelle mesure il va aller jusqu'au bout, puisque aujourd'hui, on devrait avoir des tarifs qui rentrent en vigueur le 12 mars. Il a annoncé pas d'exemption. Finalement, on voit qu'il est déjà en train de négocier avec l'Australie. Donc, quid maintenant de l'impact vraiment concret sur les marchés, sur l'économie. Point intéressant avec l'acier et l'aluminium, qui sont quand même des produits bruts, des entrants importants, certes, mais qui sont très en amont du consommateur final. Quand Donald Trump annonce des tarifs de 10% sur la Chine et qui s'aperçoit que ça va englober également tous les petits colis à moins de $800 qui viennent de Chine chaque jour sur le territoire américain, comprenez les commandes Temu et Chine des Américains, là tout de suite, il comprend que ça va être un sujet qui va tout de suite se voir chez le consommateur américain. Donc, il met une exemption sur ces petits colis. Sur l'acier et l'aluminium, on peut imaginer quand même que la perception des tarifs pourrait être un peu différente du point de vue du consommateur final, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à attendre, un effet qui sera perçu? Il y a des choses à attendre. Je vais vous donner 4 exemples concrets. Le premier, typiquement, c'est sur les machines à laver. On l'a vu en 2018 sur les premiers tarifs sur l'acier, on a eu une hausse de 10% quasiment immédiate sur tout ce qui était machine à laver. Donc là, on a vraiment un impact concret sur le consommateur américain. Un autre assez anecdotique, c'est le F50 de General Motors, qui est l'un des pick-up les plus vendus aux États-Unis. On sait qu'aujourd'hui, la carrosserie est composée à 70% d'aluminium. Donc quid de l'impact sur une voiture qui est massivement vendue aux États-Unis. Et également, je peux vous donner 2 autres exemples assez intéressants. On pense tout de suite à tout ce qui est fait à partir d'acier et d'aluminium, mais je vous donne l'exemple des biens plastiques. Ils sont moulés, injectés dans des moules en acier et en aluminium. Vous augmentez le prix de ces moules-là, il va avoir une répercussion également sur les produits en plastique. Et ensuite, dans la construction aussi, moi, je ne vois pas comment on peut passer à côté d'un impact fort sur les prix des matériaux dans la construction. Quand vous êtes un promoteur immobilier et que vous avez un projet massif aux États-Unis, vous vous posez la question de le débuter ou pas quand vous voyez des allers-retours incessants sur la communication de Trump. Avec en plus, au passage, un énorme enjeu de reconstruction après les méga-feux dans la région de Los Angeles, qui viennent s'ajouter, j'allais dire, au business as usual de la construction américaine. Exactement. Donc maintenant, on verra jusqu'où il ira. Il y a un mois à peu près quasiment pour voir de quelle manière il va essayer de négocier avec les contreparties. Mais je pense que c'est plutôt un impact qui sera négatif sur le consommateur américain.
Vincent, qu'est-ce que vous retenez de ces premières semaines d'exercice du pouvoir de Trump, du caractère pro-business, business-friendly, dont on crédite généralement le président américain? C'est vrai que quand on voit les annonces sur les tarifs, un focus très fort aussi sur l'immigration, très MAGA, en lien avec son électorat, ou encore l'idée de couper violemment dans les dépenses fédérales à travers le Doge d'Elon Musk, on se dit que tout ça peut avoir quand même des effets négatifs à un moment sur la croissance américaine. C'est vrai. Ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle il va. On voit vraiment qu'il était beaucoup mieux préparé et qu'il s'est entouré de personnalités qui allaient dans le même sens que lui, qui allaient relayer son désir d'action. Et puis je pense qu'il a en ligne de mire, effectivement, une réussite très rapide de tous ses programmes pour satisfaire son électorat et faire en sorte, aux prochaines élections de mid-term, les républicains gardent la majorité et s'inscrivent durablement dans le temps. Il ne faut pas oublier que si Trump a été élu, c'est parce que les républicains ont longuement étudié le moyen de reconquérir un certain nombre d'électeurs pour pouvoir gagner régulièrement des élections. Donc c'est ça le but ultime. Et aussi, bien entendu, America First Again, c'est aussi que l'Amérique soit respectée pour sa grandeur, sa puissance, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui, les États-Unis finançaient beaucoup d'organisations internationales qui, finalement, ne renvoyaient pas beaucoup l'ascenseur. Donc, il y avait une exaspération, à la fois chez les politiques américains, de tous bords, mais aussi vis-à-vis d'un certain électorat. Donc, il veut aller vite. Je crois que si les marchés américains se mettent à temporiser aujourd'hui, c'est parce qu'on a déjà pas mal monté depuis l'automne, que les Trump Trades ont beaucoup joué et que, comme on l'a dit, il faut voir les conséquences. Est-ce qu'il y aura un regain d'inflation? Si c'est 0,3, 0,4% d'inflation de plus pendant quelques mois, so what? Si c'est beaucoup plus important, et surtout si cette avalanche d'annonces et de décrets, de reculades fait qu'on installe, un peu comme en France, une incertitude qui fait qu'effectivement, le monde de l'économie, le business, se dit aujourd'hui, je ne sais pas où on va, donc on ralentit un certain nombre de budgets. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont beaucoup cru depuis quelques années grâce à la consommation, mais aussi grâce à l'investissement, et que cet investissement, il était quand même drivé par des programmes d'incitation dont on ne sait pas encore s'ils vont être maintenus ou non. Et donc, s'ils ne sont pas maintenus et qu'en plus, il y a un attentisme de la part des entreprises, effectivement, on peut se poser des questions sur l'évolution de la croissance aux États-Unis. Et là, il serait très mal jugé. Donc, effectivement, il est business friendly. Il va faire à la fois attention aux conséquences inflationnistes et à l'activité. Mais il ne faut pas exclure des dérapages. Et donc, c'est un des éléments pour lesquels, moi, je pense qu'on est inscrit dans un schéma de volatilité et que chaque fois que les marchés progressent beaucoup, à un moment donné, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on réanalyse, qu'on redissèque et qu'on se projette un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, c'est difficile de se projeter beaucoup plus loin que les niveaux qu'on a atteints, je trouve. Il est prêt à accepter qu'il y a un peu de douleur. Il l'a écrit, je crois, il y a quelques jours. Est-ce qu'il y aura de la douleur, pain peut-être. Oui. Ou peut-être pas. Ça, c'est du Trump tout craché. C'est toujours un peu normand, mais il prépare les esprits à l'idée que oui, il y aura peut-être aussi des efforts à fournir, mais comme il l'écrit, ces efforts en vaudront la peine. Oui, c'est un peu churchillien comme discours, c'est évident. Mais je pense pour une économie qui est quand même à 3% de croissance, régime de croisière depuis les trimestres. C'est ce que je veux dire. Les États-Unis, depuis 30 ans, sont dans une croissance moyenne de 3%, mais qu'il y a une fracture qui s'est installée là-bas entre des régions qui progressent très vite et des populations qui s'enregistrent très fort et un électorat plus populaire qui n'en voit pas les conséquences pour son portefeuille. Et c'est ça la clientèle aussi de Trump. Donc il faut qu'il change cette perception. Il n'y a pas que la bourse qui monte, mais il faut que le pouvoir d'achat des ménages s'améliore, que c'est pas la difficulté à trouver des emplois, mais c'est à être bien payé et à vivre correctement, à se loger correctement, etc. Scott Bessent a dit, c'est le tour de Main Street. Exactement. Donc, ça va. Il y aura forcément des dégâts collatéraux. Il y aura peut-être des dégâts collatéraux aussi dans la tech. Est-ce qu'ils vont vouloir rationaliser ou réglementer un peu plus la tech? On verra bien. Donc je pense que le marché est arrivé à un moment où il a besoin de se poser, de réfléchir, d'attendre un petit peu, de voir les prochaines conséquences. Surtout que de toute manière, dans les semaines qui viennent, il y aura encore plein de décisions. Dans les heures qui viennent même. Je peux vous le signer tout de suite. Florent, comment vous regardez effectivement donc le paradigme Trump qui est en train de s'installer? Et puis, en miroir, comment est-ce que le reste du monde réagit ou bouge, à commencer par les marchés? Venons-en, les marchés européens.
font mieux depuis le 1er janvier que les marchés américains. Après des décennies de sous-performance, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais il y a quand même là, visiblement, un espace au moins de quelques temps qui permet ce rattrapage du reste du monde. On l'a dit ces derniers mois, le programme de Trump, il est ambivalent, il est pétri de contradictions. Et donc, on a du mal encore à ce stade à voir exactement quelle va être la trajectoire, puisque le projet en lui-même est contradictoire sous de nombreux aspects. Alors, il y avait des éléments dans le projet qui convenait au marché, c'était effectivement les baisses d'impôts, la déréglementation. Et puis, à l'inverse, les droits de douane n'ont jamais eu la faveur des marchés financiers. Il se trouve que Trump commence par cette dimension-là parce que c'est la plus facile, c'est de son ressort. Là où effectivement sur la question des baisses d'impôts et de la déréglementation, mais surtout des baisses d'impôts, il a davantage besoin du Congrès. Donc là, on rentre dans une mécanique de négociation et les contradictions aussi au sein même du Parti républicain vont à cette occasion réapparaître, puisque on a des nuances assez marquées au sein du parti qui, selon les États, en plus, ont des intérêts divergents. Donc pour l'instant, effectivement, il commence par les droits de douane, ce qui est le sujet désagréable. Il le fait de manière un peu chaotique. On aurait préféré, effectivement, une annonce un peu claire de 10% pour tout le monde et c'est réglé, quoi. Faire, parce que comme on l'a indiqué il y a quelques instants, l'instabilité pose problème. En fait, le marché peut surmonter un changement de paradigme sur les droits de douane, mais il faut savoir exactement où on va pour donner la possibilité aux acteurs économiques de s'adapter et aux investisseurs eux-mêmes de réfléchir à cette nouvelle donne. Là, c'est la menace en tant que telle qu'il faut craindre, déjà. Ce qui est ennuyeux, c'est déjà l'incertitude qu'elle génère, quoi. Ce qui est ennuyeux, c'est ce stop and go, là, où effectivement, il y a des effets d'annonce qui sont démentis 48 heures plus tard, donc on ne sait pas bien quelle va être sa trajectoire. Donc là, c'est vrai qu'on est tenté d'attendre que la poussière retombe, de voir un petit peu effectivement où on va en venir. La question, c'est est-ce qu'il va persister pendant très longtemps à jouer avec ses droits de douane, ou est-ce que dans 3 mois, cette histoire-là est réglée. Ouais. Il serait mieux qu'on puisse passer rapidement à autre chose. Donc, pour l'instant, le marché lui fait crédit de changer assez rapidement de sujet. Parce que finalement, ces débats ont commencé très récemment. Mais ça ne pourra pas durer pendant des mois. Si le marché ne surréagit pas aujourd'hui sur cette question tarifaire, c'est parce qu'il imagine, comme vous dites, que Donald Trump passera à d'autres thèmes et d'autres sujets assez rapidement. Nous le croyons. Ah ouais. D'une part, il passera à d'autres sujets et d'autre part, le marché fait le pari d'un certain pragmatisme de l'administration américaine et de Trump en particulier, c'est-à-dire qu'il faut quand même satisfaire un électorat qui souhaite avoir de la croissance et peu d'inflation, de l'emploi et pas d'inflation. Et effectivement, ça sous-entend quand même qu'on ne peut pas aller trop loin sur les droits de douane pendant trop longtemps. Donc le marché est dans cette idée qu'on va passer à une séquence nouvelle assez rapidement. Donc on sera fixé dans quelques temps sur ces nouveaux droits de douane et que le résultat final ne devrait pas être trop douloureux. C'est un peu ça la thématique pour l'instant. Et c'est assez vraisemblable. Voilà. Après, le gros morceau, c'est quand même les réductions d'impôts. C'est quand même ce qui fait dire à tout le monde que Donald Trump et son administration sont pro-business. Cet encouragement à l'activité économique, à une fiscalité pas trop pénalisante. Donc c'est là où le vrai sujet va apparaître, on l'espère, assez vite. Mais de notre point de vue, effectivement, les atermoiements de l'administration américaine et de Trump sur les droits de douane là, depuis quelques semaines ne remettent pas à ce stade en cause la thématique d'investissement aux États-Unis. On reste quand même sur l'idée que ce qui nous intéresse dans son programme, c'est les baisses d'impôts, la déréglementation. Bon, à ce stade, il y a encore cette idée que ce sera déployé d'une manière ou d'une autre. Et puis, il
faut pas perdre de vue aussi que l'économie américaine, c'est pas uniquement les programmes, les mesures politiques. Je veux dire, il y a un intérêt intrinsèque de l'économie américaine. Voilà, ça reste une économie extrêmement productive, extrêmement innovante. Il y a un secteur privé qui est allant. Qui a une certaine autonomie, en réalité, au regard du politique. Et on fait d'abord le pari de cette force incroyable de l'écosystème économique américain qui pèse de tout son poids dans cette dynamique économique, au-delà du bruit que peut causer la classe politique américaine. Et quand on considère justement cette force naturelle, intrinsèque de l'économie américaine à travers son secteur privé, qu'est-ce que ça implique pour la Réserve fédérale américaine ? Alors, on peut spéculer sur ce que Trump fera demain, mais si on regarde juste le chemin naturel d'une économie comme l'économie américaine, est-ce que ça nous amène à l'idée que la Fed pourrait rester en pause plus longtemps que ce qu'imagine le marché aujourd'hui ? C'est fort possible, puisqu'on voit que les taux directeurs élevés et les taux longs, qui eux-mêmes sont encore à des niveaux importants, ne semblent pas trop pénaliser l'économie américaine, contre toute attente. Il faut bien reconnaître qu'on a cru au démarrage de la séquence des hausses des taux courts que la persistance de ces taux courts élevés allait finir par... Oui. La durée était importante. La durée de maintien des taux à ces niveaux-là était quelque chose de très regardé et avec inquiétude. Plus on maintenait longtemps ces taux à ces niveaux-là, plus on prenait le risque d'abîmer ou de mordre sur l'économie. Bon, cette équation, elle est moins solide aujourd'hui. Exactement, donc cette thèse-là est un peu battue en brèche. On a évoqué, pour l'expliquer, le fait que l'État américain, l'État fédéral a beaucoup dépensé sous l'ère Biden, et ça a effectivement contribué à soutenir l'économie américaine, en théorie touchée par un environnement de taux plus élevé. Là, on s'oriente vers une séquence peut-être moins dépensière de l'État américain, mais on a le sentiment que la vigueur de l'économie américaine encaisse des niveaux de taux un peu plus élevés. Donc oui, la Fed, à ce stade, compte tenu des éléments du marché de l'emploi, n'a pas de raison, comme elle le dit elle-même, de baisser rapidement les taux. Donc peut-être 1 à 2 baisses de 25 points de base en 2025, mais il n'y a pas d'indicateur qui semble militer pour effectivement une baisse rapide et urgente. D'accord avec cette idée que le cycle de baisse des taux de la Fed est un cycle assez anormal, j'en sais rien, en tout cas assez atypique par rapport à ce qu'on peut voir dans des cycles où les baisses sont faites de manière beaucoup plus régulière, automatique, etc. Vincent ? Oui, mais enfin, c'est vrai. Mais on a eu aussi un cycle qui précédait, qui était très atypique. Cette flambée de l'inflation pour des raisons exogènes, on l'avait vu dans les années 70, mais donc il a fallu réagir très vite. Et effectivement, devant une telle montée des taux, on pouvait dire que ça va faire mal à l'économie. Sauf que derrière, tant que le marché du travail n'était pas équilibré, tout le monde trouvait du boulot, il y avait une hausse des salaires. Donc ça n'a pas mordu sur l'activité, d'autant qu'il y avait encore cette épargne excédentaire chez les ménages, qu'il y avait des plans de soutien à l'investissement de Biden. Donc tout ceci explique que l'économie soit restée extrêmement résiliente. On arrive peut-être quand même à la charnière aujourd'hui, parce que le marché du travail reste fort, mais quand on regarde à l'intérieur d'un certain nombre d'indicateurs, que regarde aussi la Fed, on voit qu'il y a quand même un rééquilibrage qui s'est fait. Il y avait un taux de démission qui était très important, parce que les gens pouvaient retrouver très facilement un boulot. Ce taux de démission, il a commencé à diminuer. Les ratios entre les emplois fournis et les chômeurs sont également en train de changer un petit peu. Donc, je ne sais pas si... Enfin, je pense que l'économie domestique américaine est sans doute un tout petit peu plus fragile qu'on ne le croit, en ce sens qu'elle est peut-être aujourd'hui plus sensible aux impacts négatifs que pourrait avoir la politique de Trump. Je comprends. La couche Trump qui viendrait s'ajouter pourrait accélérer la fragilisation de l'économie américaine. Donc moi, je ne veux pas préjuger de ce que fera Powell, mais il est évident que, de toute manière, il a sa fonction de réaction, il est toujours data dependent, et s'il faut baisser plus vite, il rebaissera. Mais on est plutôt dans le sens d'un prochain mouvement qui soit une baisse. Toujours, à ce stade. Toujours, mais d'accord. Ça peut durer un certain temps. Tant qu'il n'a pas des signaux plus convaincants qu'à la fois l'activité est un peu moins forte, mais que du coup l'inflation peut aussi reprendre une trajectoire de désinflation, il ne va pas non plus se précipiter.
Donc il faut être un peu attentiste et pragmatique. De toute manière, on voit bien qu'en ce moment, les marchés regardent aussi un petit peu plus les taux longs que la Fed. Et les taux longs, ils sont aussi fonction des risques de dérapage budgétaire ou non. Donc le travail que fait Musk, même s'il est très décrié, mine de rien, il contribue aussi à rééquilibrer un petit peu les choses. S'il arrive à faire des économies, ce sera autant de récupérer. Bon, donc il y a tout ça qui doit se mettre en route et qui, encore une fois, justifie qu'à la fois les investisseurs, mais aussi les acteurs économiques peuvent être un petit peu plus attentifs. Ouais. On le voit, on en discutait avant l'émission, mais c'est vrai que le Russell 2000, l'indice des small caps américaines, pour le caractériser, qui était vu comme un des grands Trump trades, a peut-être pas délivré autant que ce qu'on pouvait imaginer de ce point de vue-là. Il y a quand même... Il a eu sa phase de rattrapage et maintenant, je pense qu'il est obligé d'attendre un petit peu. Et voilà, cet attentisme, il se voit sur ce marché domestique américain. Joachim, parlons un peu de l'Asie. Ça fait partie de vos grands domaines d'expertise. Vous, spécifiquement, chez Mansartis, dans l'équipe Action que vous dirigez, Joachim, sur la Chine, m'intéresse. Qu'est-ce que vous comprenez de la manière dont la Chine est tentée de réagir ou de s'adapter à Trump ? Et puis, parlons aussi du marché chinois, qui est un peu comme le marché européen, connaît peut-être une phase de soulagement aujourd'hui. Exactement. Alors, il y a 3 choses intéressantes concernant le marché action chinois. La première, c'est que le rebond qu'on vit actuellement depuis le début de l'année se fait principalement sur des facteurs microéconomiques plutôt que macroéconomiques. Mais je reviendrai peut-être sur la partie économie. Le deuxième, c'est qu'on voit que le marché chinois est assez perméable pour le moment aux annonces trumpiennes. Je me répète, mais j'estime que nous sommes mieux préparés. Alors, on est beaucoup moins nombreux aujourd'hui sur le marché chinois qu'en 2017. Et les sociétés chinoises sont bien mieux préparées qu'en 2017. Imperméables, c'est ça. Non perméables aux annonces trumpiennes. Exactement. On avait compris le sens. Et les sociétés chinoises sont bien mieux préparées. Elles ont 8 ans aujourd'hui pour relocaliser leur chaîne de production en dehors de la Chine. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on voit un élément plus qu'intéressant, c'est que la Chine devient très démonstrative d'un point de vue technologique. Alors, je ne reviens pas sur l'effet d'annonce DeepSeek, j'imagine que ça a été amplement commenté ici, mais je vais noter 2 autres choses qui sont un peu passées à l'as. Le premier, c'est sur la partie véhicule électrique. Vous avez dû le voir, BYD a fait une annonce très intéressante sur son système de conduite autonome et intelligente, qui aujourd'hui pourra être intégré quasiment dans toute sa gamme, avec un début d'entrée de gamme à $10 000. Et ça, c'est assez considérable. Ça montre la capacité notamment de ce constructeur-là à avoir une technologie quasiment aussi efficace que l'américain Tesla, mais de pouvoir l'intégrer même dans des voitures beaucoup moins chères, grâce à des effets d'échelle considérables. Et le troisième élément, puisque on voit aussi un virage d'avenir technologique, c'est toute la partie robotique humanoïde. Donc là aussi, on a eu des effets d'annonce assez intéressants. La nouvelle frontière, c'est ce que dit le patron de Nvidia. C'est la nouvelle frontière, l'IA physique. Exactement. Donc les effets d'annonce étaient plus liés aux États-Unis et à Tesla notamment. Et on a eu quelque chose d'assez intéressant pendant le Nouvel An chinois. C'est cette vidéo qui a fait plus d'1 milliard de vues. Alors je vous invite à la regarder. J'ai dû la rater alors. C'est les robots chinois qui dansent sur scène et qui montrent cette capacité pour les acteurs chinois d'être aussi en avance sur la partie robot humanoïde. Là où on pense que c'est réservé parfois à la technologie américaine, on voit les Chinois beaucoup plus concurrentiels. Donc ils sont beaucoup plus agressifs d'un point de vue effet d'annonce technologique, et donc ça porte les marchés. Maintenant, d'un point de vue macroéconomique, c'est là où c'est encore un peu plus fragile. On le voit avec une croissance assez fragile, une déflation qui menace quand même, et un consommateur qui est encore un peu à la traîne. Un point qu'on m'a expliqué, certains de vos confrères, je dis ça parce que vous connaissez aussi très bien le marché japonais, qu'on a déjà beaucoup discuté de ce point-là avec vous, la capacité des entreprises chinoises à, se tourner un peu plus vers leurs parties prenantes, les actionnaires. On fait attention à la gestion du cash, on fait attention à l'allocation des ressources, on essaye de traiter les actionnaires de manière un peu meilleure. On en a beaucoup parlé au Japon, beaucoup de cash dans les entreprises mal allouées, et donc à un moment les autorités japonaises mettent le doigt dessus et les choses bougent. Est-ce qu'en Chine on observe ça aussi de la part des entreprises chinoises qui ont besoin d'être attractives
vis-à-vis du reste du C'est monde. vrai. Alors c'est le troisième grand pays asiatique parce qu'on a eu le Japon, on a eu la Corée aussi. Ouais. Et maintenant, on a la Chine, et donc on voit le gouvernement passer par là, demander aux grandes entreprises chinoises de faire plus attention aux actionnaires. Et ça fait d'autant plus de sens qu'aujourd'hui, les niveaux de valorisation des actions chinoises sont extrêmement faibles. Et donc, ça fait beaucoup plus de sens en termes d'allocation du capital pour un management d'une entreprise chinoise, par exemple, de racheter des actions sur ces niveaux de valorisation-là, en prenant en compte des perspectives long terme. Là où parfois l'investisseur est plutôt sur des perspectives court ou moyen terme. Donc nous, on salue ces initiatives qui font du sens dans la création de valeur au niveau de l'entreprise. Sur le plan de l'investissement, Florent, quelle est la ligne de conduite que vous avez aujourd'hui chez M&G Investments? Est-ce que c'est un bon moment pour se redéployer un peu en partie en dehors du dollar, du marché américain qui reste bien sûr incontournable, mais est-ce que c'est un bon moment pour se redéployer ailleurs dans le monde? Oui, on a une vision plutôt constructive pour 2025. On pense que les marchés américains, ils sont effectivement un peu tendus en termes de valorisation, ne sont pas pour autant valorisés de manière délirante. Il y a quand même la thématique de l'intelligence artificielle qui, avec... Donc il ne faut pas enterrer le marché américain, quoi. Non, pas du tout. Non. Avec les prouesses qu'on vient d'évoquer, qui justifient aussi qu'on ait des valorisations assez exceptionnelles, certes peut-être un peu trop élevées là temporairement, mais en tout cas il y a quand même un sous-jacent tout à fait tangible et une technologie sur laquelle le monde entier se concentre parce que effectivement les enjeux géopolitiques vont tourner autour de l'intelligence artificielle. Donc le marché américain, ça reste quand même le cœur d'une allocation, même si on est bien d'accord pour dire qu'il faut se diversifier afin de ne pas prendre le risque effectivement d'être pris à revers par l'administration Trump qui jouerait tous les scénarios de pragmatisme et se montrerait un peu trop excessif. Donc qu'est-ce qu'on va chercher en dehors des actions américaines? D'abord de la duration. Il nous semble qu'effectivement le niveau des taux d'intérêt de la dette souveraine sont tout à fait en ligne avec les projections d'inflation relativement maîtrisées qu'on a pour la décennie qui vient. Donc on va acheter de la duration un peu partout dans le monde, aux États-Unis, pour commencer, mais également en Angleterre, par exemple, et dans la sphère émergente. On pense que la dette émergente a été assez délaissée. C'est le moment d'y aller. Ça avait été un facteur plutôt pénalisant, la duration, ces dernières années. Là, vous dites, c'est le moment, effectivement, d'augmenter ce facteur-là. Et y compris sur les taux américains. On a avoisiné les 5% sur le 10 ans américain. Pour nous, c'est un niveau qu'on ne dépassera pas. On ne voit pas les taux 10 ans aller au-delà du 5%. Donc dans la zone 4,50-5%, on peut progressivement constituer des positions. Donc la duration sur la dette souveraine est clairement un axe de diversification pour nous. Et en termes actions, au-delà des États-Unis, on pense effectivement que l'Europe conserve un intérêt puisque les multinationales européennes, nous, on investit plutôt sur les grandes valeurs. On une activité qui n'est pas exclusivement dépendante de l'activité dans la zone euro, c'est même plutôt l'inverse. On a des multinationales dont le chiffre d'affaires est à 60% aux US ou dans le reste du monde, situé dans le reste du monde, et dont les implantations industrielles sont elles-mêmes souvent aux États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, sont peu sujettes aux facteurs des droits de douane. Donc l'Europe constitue le deuxième bloc de l'allocation action. Et ensuite, on va compléter par la Corée, qui pour nous est un... Fait plaisir à Joachim Jean, défenseur des actions asiatiques. Je m'imaginais pas aller jusqu'à la Corée pourquoi pas, grand pays développé, la Corée. Pas émergent dans les indices, mais développé quand même. Voilà, très développé économiquement. Bien pour sûr, nous, c'est un point d'accès à l'économie asiatique assez confortable, puisqu'on a effectivement une économie développée, un cadre réglementaire et juridique tout à fait rassurant. Donc on va jusqu'à aller chercher la croissance en Asie via ce marché-là. Et il y a une seule classe d'actifs qui effectivement nous laisse plus sceptiques, c'est le crédit, où les spreads sont quand même
relativement serré. Donc, on a évidemment un peu d'allocation crédit, investment grade et high yield, mais c'est la prudence qui domine. Beaucoup moins de high yield qu'on a pu en avoir, et l'allocation crédit au sens large est quand même très en deçà. Après 2 années exceptionnelles, vous dites il est temps peut-être de... Oui, on rebascule les allocations vers la dette émergente. D'accord. Ouais, j'entends. Où on a le spread globalement yield américain est au plus bas, quoi. Enfin, les primes de risque sont au plus bas sur ces marchés de dette d'entreprise à haut rendement. Ouais. Voilà, alors que sur la dette émergente, on a des rendements assez significatifs, des devises qui se sont dépréciées, et donc on peut l'acheter en devise locale pour bénéficier à la fois du retour à meilleure fortune des devises locales et des rendements nets d'inflation qui sont bien supérieurs à ce qu'on peut avoir dans les pays développés. Voilà. Bon, quelle chance pour les autres marchés en dehors des États-Unis, Vincent? Comment vous regardez l'affaire, notamment le marché européen? Est-ce que c'est une bonne manière, je ne sais pas, de jouer la dynamique américaine et Trump à travers des entreprises européennes qui pourraient en profiter? Est-ce que c'est déjà une première stratégie qui fonctionne? Je pense que ça reste un petit peu compliqué. Ah oui. Comme on ne connaît pas toutes les conséquences, je n'irai pas me lancer dans des choix très drastiques. Ça reste un pari, quoi. Je crois qu'il faut être blend. Il ne faut pas prendre des paris trop importants. On est assez constructif aussi sur les marchés cette année, mais on n'y voit quand même pas des potentiels énormes. Je ne suis pas certain qu'entre la classe action et obligataire, il y ait de grosses différences cette année. D'une part, parce qu'aux États-Unis, les marchés sont relativement chers, qu'en Europe, on a encore un petit peu d'incertitude sur la gouvernance et sur les choses qui vont se mettre en place. Et sur la partie taux, c'est vrai qu'il y a du portage aux États-Unis, mais c'est un peu compensé par une évolution du dollar, dont on ne sait pas très bien. Le Trump Trade, il a déjà joué à plein sur le dollar, donc on peut facilement reperdre 4-5% sur le dollar. Donc si vous voulez vous couvrir, vous arrivez à peu de choses près sur des rendements qui ne sont pas très différents de ce que l'on trouve en Europe. Donc il faut aller chercher effectivement du portage. Donc on le trouve, pour ceux qui veulent rester sur du dollar, effectivement aux États-Unis, on le trouve aussi sur de l'émergent en devise forte. Donc effectivement, cette classe d'actifs reprend un petit peu une meilleure allure. Les pays émergents ont beaucoup souffert, donc je pense que comme l'Europe, ils bénéficient des rééquilibrages que l'on voit en ce moment et des phases de rattrapage qui sont peut-être pas terminées. C'est mon gros point d'interrogation. En fait, on n'a pas, nous, spécialement vendu d'Europe. On a gardé beaucoup de positions européennes, mais on a la chance d'avoir aussi des actions américaines qui nous ont beaucoup aidé l'année dernière et qui, cette année, depuis le début de l'année, pèsent un petit peu, mais à moyen terme, il n'y a pas de raison de remettre en question ce leadership. Mon point, c'est plutôt l'incertitude du moment, parce que le marché... Moi, dès octobre-novembre, je me disais, mais de toute façon, Trump, il va être pragmatique, donc je n'avais pas spécialement peur. En revanche, quand on voit la manière dont les marchés ont remonté aujourd'hui, certes, parce qu'on était très peu cher, qu'on avait tiré l'élastique vers le bas, qu'on a eu des résultats qui étaient un peu meilleurs sur quelques titres très emblématiques. Ça a beaucoup aidé les indices. Mais enfin, il n'y a pas eu non plus un rattrapage extraordinaire sur tout ce qui est small et mid cap, par exemple. Non. Donc là aussi, il y a des questions. Et donc, une de mes questions aujourd'hui, c'est de voir si le marché ne va pas un peu trop vite. On a vu les réactions du Canada et du Mexique. Donc tout le monde se dit, tout le monde va faire la même chose. Bon, on va voir. Quand j'entends les propos de Mme von der Leyen, le vrai risque pour les marchés et pour l'économie, c'est la guerre commerciale. Et pas forcément du fait de Trump. C'est lui qui tire en premier. Mais si derrière, il y a une confrontation qui se met en place, voilà. Donc, l'Europe n'a pas tout à fait le même statut que le Mexique et le Canada. Oui, bien sûr. Du point de vue des États-Unis et encore plus du point de vue des États-Unis de Donald Trump. Oui, puis à côté de ça, on n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds complètement. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait un tout petit peu de tension plus durable que les 24 heures qu'il y a eu entre l'annonce des droits sur le Mexique et la réaction des dirigeants canadiens et mexicains. Ouais. Voilà. Donc, moi, à très court terme, je suis quand même un petit peu prudent. Je trouve qu'on a pas mal monté, qu'on a vraiment besoin de souffler. On va certainement pas retracer toute la hausse qu'on a connue, mais moi, je serais plus acheteur si le marché consolidait un tout petit peu pour redonner un peu de potentiel sur les perspectives sur la fin d'année. Un point important de cette année 2025, si Donald Trump, parmi toutes ses annonces, arrive à délivrer, passez-moi l'expression, sur l'idée d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine,
Dans quelle mesure c'est positif pour les marchés d'actions en Europe, pour l'Europe en tant que telle, les marchés ça d'actions? permettra de faire baisser un peu la prime des risques européenne, certainement. Surtout qu'il peut y avoir aussi un peu de baisse des tensions sur tout ce qui est prix de l'énergie en parallèle. Il faudra certainement shorter les valeurs de défense pendant quelques temps. Ah oui. Il peut y avoir des contre-coups aussi. Ah non, mais c'est sûr, parce que les valeurs de défense depuis 2 ans, le sont marché s'est mis pour sous l'infini, tension. Oui, Donc, bien sûr. faire très attention à ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'acheter. Enfin, on peut peut-être encore les conserver, mais en acheter aujourd'hui, c'est quand même c'est quand même pas gagné cette affaire. Donc il a dit que 100 jours pour réunir, pour arriver à ce cessez-le-feu. Le marché n'anticipe, il n'y a pas d'anticipation spécifique du marché sur cette si, je idée-là. pense que ça Si, joue quand même, dans le rattrapage global de l'Europe. Je pense que ça a dû jouer un petit peu quand même. Ouais. Les primes de risque n'ont pas beaucoup baissé, parce que les earnings... non, il n'y a pas eu de révision à la hausse des earnings, donc c'est plutôt le calme sur le site. Il y a eu un petit peu de baisse de la prime de risque, j'imagine. Ouais. Donc ça a dû y contribuer quand même. Mais je pense que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On a quand même 2 adversaires qui ne veulent pas perdre. Oui. Trump ne veut pas se dédire vis-à-vis de son opinion, donc il veut réussir la paix, et Poutine ne veut pas reculer. Donc c'est pas gagné. Ça fait partie aussi des points d'incertitude pour les prochains mois. Sur le marché européen, Joachim, quelle est la manière d'aborder l'investissement en actions chez nous, en Europe, là, aujourd'hui? Oui, alors je rajouterais peut-être 2 choses aussi dans ce qui peut réconforter les investisseurs par rapport à l'Europe. Donc il y a éventuellement... C'est la BCE. Voilà, il y a la BCE, bien évidemment. Il y a les élections en Allemagne aussi qui peuvent peut-être aboutir sur une relance un peu fiscale et budgétaire en Allemagne. Et puis, c'est plutôt encore un risque de surprise positive, parce qu'on en parle depuis déjà 3-4 mois des élections en Allemagne, depuis qu'elles ont été déclenchées. Mais il y a quand même toujours au bout du chemin l'idée que ça peut être une surprise encore positive pour le marché. En tout cas, pas une surprise négative. Voilà, quoi. Exactement. D'accord. Puis la dernière peut-être surprise positive qui peut surprendre le marché, c'est peut-être le réveil chinois aussi, qui peut être un catalyseur assez important pour ces pays-là. Maintenant, on garde en tête quand même des choses un peu plus structurelles. On le voit, la politique en France, on le voit aussi l'économie plutôt industrielle vieillissante allemande qui peut prendre du temps à se reconvertir. Maintenant, voilà, à court terme, nous, on estime que le rattrapage est assez tactique. On le voit notamment sur les publications de résultats. Mais encore une fois, notre métier fait du sens sur cette zone géographique-là. On le voit par exemple dans des secteurs dans le luxe où il faut, à notre sens, être très sélectif, faire des choix entre Hermès, Kering, etc. Plutôt choisir Hermès. Voilà. Non, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut choisir Kering, j'en sais rien pour les prochains mois. Kering, visiblement, nous vend l'idée d'une stabilisation quand même de son business. On attend de voir un petit peu plus. J'ai l'impression que le marché veut voir des preuves tangibles de cette stabilisation des activités de Kering. Un mot sur la BCE, peut-être, Florent, effectivement, si la BCE est en pause ou ne délivre qu'une ou 2 baisses de taux cette année, ça n'empêche en rien la Banque Centrale Européenne de tracer sa route, son chemin. Il n'y a plus de sujet de dépendance de la BCE par rapport à ce que ferait la Réserve fédérale américaine côté américain, ou c'est quelque chose qui peut revenir? Il n'y a quand même pas une autonomie complète, puisqu'il y a quand même la parité euro-dollar en toile de fond. Il est clair que la BCE va être plus offensive que la Réserve fédérale, compte tenu de la morosité de l'économie européenne. Mais jusqu'à un certain point, effectivement, les modèles ne donnent pas de chiffres très précis. À partir de quel moment l'euro s'affaiblit trop et devient donc lui-même source d'inflation. C'est ça le critère. Je pense que là, on avance un peu à vue. Mais en tout cas, la BCE est engagée dans un cycle de baisse parce que sa priorité, là, ça reste quand même de faire redémarrer l'économie européenne. Et si c'est source de regain d'inflation, effectivement, elle devra faire une pause. C'est à peu près ça le scénario de décision. Ouais. Bon, on verra le 6 mars prochain. On attend quand même toujours 25 points de base pour la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florent Delorme, stratégiste chez M&G Investments, Joachim Jean, directeur de la gestion action de Mansartis, et Vincent Genzi, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudard.